ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. La Belgique est un pays que même les Belges oublient parfois de regarder de près. Pourtant, notre contrée déborde de personnages hors du commun, d'histoires improbables et de destins fascinants. Dans ce podcast, je vous emmène sur les traces de ces oubliés de l'histoire. Aujourd'hui, Elisaveta Berquin, doctorante à l'ULB, nous présentera le parcours atypique de Zinaïda Chakovskaya, une princesse russe devenue réfugiée en Belgique, puis une journaliste incontournable. Zinaïda Alexeyevna Chakovskaya naît en 1906 à Moscou. Et à première vue, son enfance insouciante, vécue dans le domaine familial de la région de Toula, ne laissait pas prédire les événements douloureux qui allaient survenir en Russie. Pourtant, après que le pays ait été secoué par des défaites, des révoltes et manifestations et tant d'autres événements, la Russie sombra dans une guerre civile opposant l'armée rouge, défenseuse du nouveau régime soviétique, et les armées blanches, fidèles à l'ancien ordre. Cette guerre et la victoire bolchevique entraînèrent un exode massif de réfugiés issus de l'Empire russe, c'est-à-dire de tous les groupes ethniques qui vivaient sur le territoire de l'Empire avant 1917. Selon différentes estimations, entre 1,5 million et 2 millions de personnes quittèrent le pays. La famille Chakovskoï ne put échapper aux répressions, comme tant d'autres familles nobles. Leurs biens furent confisqués, certains membres furent arrêtés et d'autres exécutés. Une seule solution, partir. Bonjour Elisaveta. Bonjour Eve. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui de Zinaïda Chakovskaya. Ce nom n'est sûrement pas le plus connu chez les Belges, et peut-être même pas chez les historiens. Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus sur cette dame ? Oui, bien sûr. Donc, Zinaïda Chakovskaya, c'est une immigrée russe qui a la vie à Bruxelles. À Bruxelles. Ouais. Donc, elle est née quand même en Russie ? Oui, donc elle a passé toute son enfance en Russie jusqu'à la révolution de 1917 et la guerre civile. Et quel âge est-ce qu'elle a alors quand elle quitte son pays ? Elle n'avait que 14 ans. Ah, donc c'est à peine une adolescente. Ça a dû être un grand choc. Et ça se passe comment ? Elle va où ? Elle n'a pas beaucoup de choix. Elle est embarquée à bord du Hanover, un navire hôpital allemand, et part pour la Turquie. Vers la Turquie. Et elle part pas toute seule. Elle a 14 ans, donc elle part avec sa famille ? Donc oui, avec sa mère, ses deux sœurs, son père, lui, il n'a pas réussi à s'enfuir et a trouvé la mort dans les circonstances restées obscures en Russie. Et son frère, Dmitri, s'est engagé dans les rangs de l'armée blanche et a pu rejoindre la famille plus tard en Europe. Ils sont donc à trois. Il arrive à Constantinople, qui était la seule possibilité d'évacuation au sud de la Russie. D'accord. Et ils vont y rester longtemps à Constantinople ? Non, pas vraiment. La famille n'est restée que 2 ans. La vie là-bas était assez difficile, même s'ils ont eu beaucoup de chance. Comment ça, beaucoup de chance ? En fait, déjà, de pouvoir quitter le territoire russe en vie, c'est déjà pas mal. Et puis, leur mère a réussi quand même de trouver du travail et même d'obtenir des bourses pour Zinaïda et sa sœur pour étudier dans le collège américain. Mais Zinaïda ne parlait pas du tout anglais, alors c'était très difficile pour elle. Ah ouais, j'imagine. Mais ils y resteront que 2 ans à Constantinople, donc ils vont trouver une autre solution ? Oui, mais en fait, grâce à Dmitri, la frère, qui était au début en Russie, il servait avant comme soldat dans l'armée blanche, mais après leur défaite, il a dû partir. Donc, il est embarqué sur un bateau des compagnies russes privées, et il a fait tout son voyage à la Méditerranée, mais son bateau était saisi pendant la grève de dockers en Italie. Donc, j'ai retrouvé même ses lettres dans les archives qu'il a écrites à sa mère, où il raconte ces événements assez incroyables et très peu connus. Ok, t'as des exemples ? Il y a un moment, Dmitri a écrit à sa mère, je cite, « En regardant Monte Carlo, je me suis dit quelle malchance d'être un prince russe et quelle chance d'être un prince monégasque. »
J'adore. Donc il s'imaginait vraiment le roi des casinos. Il a pu en profiter un peu? Oui, non, je pense pas. Elle n'est pas restée longtemps, je pense. Donc mais finalement, elle part à Paris et elle écrit à sa mère qu'il veut tenter sa chance et frapper aux portes. Ça doit pas vraiment faire plaisir à une maman d'entendre ça. Elle a pas peur? Oui, je pense, oui. Elle a directement réservé un voyage à Paris pour le retrouver là-bas. Ok, donc c'est comme ça que Zinaïda va arriver à Paris alors. Pas tout de suite, c'était pas si simple. Donc, sa mère ne savait pas du tout ce qu'elle attend à Paris. Donc, elle a décidé de laisser les filles à Constantinople le temps qu'ils trouvent le logement et l'installe là-bas, donc de manière plus stable. Ah, et donc la maman viendra du coup les chercher plus tard à Constantinople? Je pense que c'était le plan à l'origine, oui. Mais les filles ont été un peu trop impatientes pour ça. Et donc, dans ses mémoires, Zinaïde a décrit le fait qu'ils ont écrit en fausse lettre, en nom de leur mère, demandant l'aide pour les faire venir en France. Donc, ils ont remis cette lettre à la Croix-Rouge américaine, qui joue un peu le rôle de leur tuteur à l'époque, et apparemment ça marchait. Ok. Donc, c'est la Croix-Rouge américaine qui s'en chargeait de leur obtenir tous les documents nécessaires et payer pour son voyage vers Europe. C'est génial. Donc à 16 ans, Zinaïda, elle sait clairement ce qu'elle veut. Et du coup, ils arrivent à Paris et il se passe quoi à Paris? On a quelques informations sur cet épisode grâce aux lettres que Dmitri a envoyées à sa mère. On sait que de son arrivée à Paris, il a commencé d'abord des études et après il cherche des proches, des familles, comme ça, il s'installe chez sa tante par exemple. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il raconte pour la première fois Ivan Bounin, un de l'écrivain russe le plus connu de l'époque. C'est grâce à ces contacts que Dmitri et Zinaïda vont s'installer en Belgique finalement. C'est comme ça qu'elle arrive en Belgique parce qu'ils vont être accueillis par la noblesse belge qui accueillait à l'époque beaucoup de réfugiés russes. Ah, donc les Tchakovskoï arrivent enfin en Belgique. Et tu dis réfugiés, mais en réalité, ils vivent quand même une vie d'aristocrate, non? Bah non, pas vraiment. Malgré ses origines nobles et privilégiées en Europe, Zinaïda, comme le reste de sa famille, restait avant tout un réfugié qui avait tout perdu. Et dans sa mémoire, elle le dit, le même de tout mon héritage, je n'ai reçu qu'un nom. Donc ils ont gardé aucune richesse de la Russie. Non, presque rien, non. La mémoire de Zinaïda décrit la situation comme assez précaire. La famille trouve son premier appartement à Bruxelles, donc pas vraiment un palace non plus. Et la seule source de revenus du foyer vient de Natalia, la sœur, qui décrochait un emploi de secrétaire. Et leur mère, elle, a essayé de faire un petit boulot avant de lancer une petite entreprise, un salon de thé russe qui appelait Samovar, était près de la porte de Namur. Et Zinaïda alors? Zinaïda, elle est placée dans le couvent catholique Berlamont, où elle est la seule non catholique. Plus tard, elle essayait aussi de trouver des petits boulots, et par exemple, elle travaille dans l'usine de fabrication de pneus, où elle devait classer des documents, mais ses collègues se moquaient de son accent et alors, elle a vite compris que ce travail, c'était pas pour elle. Donc, quand elle finalement a passé l'examen de maturité, elle a commencé ses études à l'école des services sociaux et elle bénéficiait même d'une petite aide pour mineurs et même une bourse. Plus tard, elle a fait un stage à l'Institut médico-pédagogique d'Eric Sansard dans le Brabant, où elle s'occupait des enfants en situation de handicap. C'est intéressant de voir que finalement, c'est sûrement sa situation de réfugié qui l'a rendu un peu plus à l'écoute des problèmes des autres. Et donc, tu as parlé de la sœur qui devient secrétaire, de la mère qui devient tenancière de salon. Zinaïda fait donc des études. Et Dimitri, il travaille pas? Ouais, Dmitri, il a aussi des études. En fait, à l'époque, le cardinal Mercier en Belgique, donc, il accordait des bourses aux réfugiés russes pour qu'ils puissent faire ses études ici. Et donc, Dmitri a parvenu à obtenir une bourse et il étudiait l'histoire à l'université de Leuven. Donc, elle a même été parmi des premières d'obtenir cette bourse en 1922. Ah, et c'est là qu'il va se passionner pour la littérature. En fait, elle était déjà passionnée par la littérature, apparemment depuis tout petit, parce qu'on le raconte ça dans ses mémoires, Zinaïda aussi. Quand elle était enfant en Russie, elle avait déjà créé un journal familial dans lequel elle obligeait de publier toutes ses membres de la famille. C'est super.
Et du coup, en Belgique, il va quand même un peu pousser cette ambition journalistique plus loin que dans sa famille, c'est ça? Exactement. Donc, elle commence par publier ses articles et poèmes dans les différents journaux d'émigrés. Elle a même publié à côté d'auteurs très connus, comme Marina Tsvetaeva, par exemple. En 1924, elle a décidé de fonder sa propre revue à Leuven. Et au départ, selon lui, le projet était de créer une anthologie religieuse et philosophique, mais le projet était vite devenu une revue des cultures littéraires russes, en général, comme ça. Elle s'appelle comment cette revue? Ça s'appelait Blagonamerene, donc on peut le traduire en français comme bien intentionné. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom de cette revue, mais du coup, ça a eu du succès? En fait, ça n'a connu que 2 numéros avec très peu d'exemplaires, à cause de limites budgétaires, j'imagine. Mais pourtant, la revue a été très bien accueillie dans le milieu des migrations. Donc, l'idée de Dmitri était de donner un peu les paroles aux jeunes auteurs, mais avec aussi le soutien des autres auteurs déjà connus, comme Ivan Bubinin, par exemple, le futur prix Nobel de littérature. C'est donc une super réussite avec de telles circonstances. Mais si la revue a eu autant de succès, pourquoi est-ce qu'il y a eu que 2 numéros? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle avait un très, très, très grand changement chez Dmitri. Il a pris la décision soudaine d'abandonner toute l'activité littéraire, y compris la revue, pour partir au mont Athos, en Grèce, et devenir moine orthodoxe. Mais c'est radical! Bah oui, c'est ça. Et toute sa vie, à partir de ce moment-là, c'est comme ça, elle s'est consacrée à la religion. Et plus tard, elle va devenir même un archevêque de San Francisco et toute l'Amérique occidentale. On n'aurait pas pu s'attendre à un tel tournant. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Zinaïda, pendant ce temps-là? Elle a choisi de reprendre ses études comme infirmière cette fois, et pour ça, elle déménage à Paris. Et avant que son frère partisse chez les moines, elle devient son envoyée spéciale à Paris, car là, elle peut rencontrer des écrivains et des poètes de l'immigration russe, ceux du fameux Montparnasse russe, comme on l'appelle. C'est ainsi qu'elle entre dans cet univers littéraire. Donc elle fait à la fois des études d'infirmière et elle est à la fois le reporter de son frère. Oui. C'est un peu atypique comme parcours. Oui et non. Comme on l'a vu, elle n'est plus une princesse, mais un réfugié. Et comme beaucoup à cette époque, elle essayait de trouver n'importe quel moyen de travailler pour survivre. Je présume que si la révolution n'avait pas bouleversé sa vie, il en aurait été différemment. C'est sûr. Ouais, on ne saura jamais comment ça serait passé, mais ça aura forcément été différent. Et puis, il faut le dire, son seul vrai diplôme, c'était celui de l'infirmière, alors que son frère Dmitri et plus tard son futur mari, qui étaient aussi des réfugiés avant de terminer des études universitaires. Donc je pense que ça montre bien la réalité des femmes réfugiées. Même si tu es une princesse, les filles sont vite envoyées pour travailler ou se marier, en fait, plutôt que faire des études. Mhm. Mais Paris se révélera quand même être une bonne chose pour elle. C'est là qu'elle va rencontrer ce nouveau cercle d'intellectuels qui lui sera si utile. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est grâce à cette expérience, à les revues de Dmitri, elle peut rencontrer toutes ces différentes générations du Montparnasse russe. Mais elle y rencontre aussi son futur mari, Svetoslav Malevski-Malevich, qui étudiait à l'époque la chimie à la Sorbonne. Ah, enfin une histoire d'amour. Et c'est le coup de foudre directement? Et désolée pour te décevoir, mais c'est une histoire assez médiocre. Et certainement pas le coup de foudre. Donc elle commence par se détester en fait, parce qu'ils ont des caractères très opposés. Elle est plutôt quelqu'un de très sociable, de nature très positive, et lui plutôt réservé et fermé. Et donc elle même apprendra plus tard qu'il avait dit, je cite, le pauvre gars qui épousera cette fille beaucoup trop sûre d'elle. Oh, mais ils finiront quand même par tomber amoureux. Oui, en fait, c'est plutôt l'histoire de 2 jeunes un peu perdus dans un monde nouveau, qui est d'histoire, d'amour, comme ça. Mais lui, la demande en mariage sans grande conviction qu'elle acceptera, elle l'acceptera sans vraiment comprendre pourquoi. C'est un peu triste.
Oui, donc en fait, l'amour grandira à fur et à mesure du temps passé ensemble et voilà. Et ils vont finalement quand même se marier. Ce sera à Paris ou à Bruxelles? Oui, donc elles auront en cérémonie orthodoxe à Paris d'abord et après le mariage civil à Bruxelles, à Excel. Donc à ce moment-là, tous les deux, ils ont terminé avec leur étude et ils ont choisi de revenir sur Bruxelles pour chercher du travail. Mais ils n'arriveront pas à trouver un travail, c'est ça? Oui, en fait, tous les deux sont un peu coincés parce qu'ils ont des passeports de réfugiés qu'on appelle le passeport Nansen. Et tout ça, ça rend très difficile à l'époque de trouver du travail à Bruxelles, en fait. Donc une seule solution, partir encore? Ils vont aller où alors? Oui, c'est ça. Donc, en fait, comme on a vu, la mère de Zinaïda, elle était assez sociable. Donc, elle a eu quelques contacts un peu partout et aussi au Congo. Et je pense que grâce à ces relations, Sviatoslav a réussi à obtenir un poste à Matadi. Matadi, qui est donc la capitale du Congo central. Mais c'est dingue, ils nous font vraiment un tour du monde, ces deux-là. Et ils vont faire quoi là-bas? En fait, Sviatoslav travaille dans une boîte de production de coton qui s'appelle Mano Congo. Et elle vit la vie un peu d'une femme au foyer classique. Donc, elle reste à la maison plutôt. Et comment ça se passe alors, la vie au Congo? Est-ce qu'il y a beaucoup d'émigrés russes là-bas? Il existait une petite communauté d'émigrés russes, mais je pense que c'était pas très nombreuse et c'était pas à Matadi, d'après de ce que j'ai compris. En fait, Zinaïda décrit leur vie au Congo comme assez difficile de toute façon, donc mauvais climat, beaucoup de maladies, de mauvaises conditions de travail et surtout l'isolement. Ils se sentaient loin de tout et n'ont pas vraiment profité de cette opportunité, on va dire. Alors ils sont partis? Oui, il décidait de partir après la fin des contrats de Sviatoslav au bout d'environ 2 ans et rentrer à Bruxelles. Donc finalement, ils n'ont pas du tout perdu à voyager au Congo. Ils ont gagné un peu d'argent, ils ont vécu une autre expérience, ils se sont créés d'autres cercles. C'était pas du tout une expérience ratée. Non, pas du tout. Comme ils ont commencé à zéro, grâce à leur économie gagnée au Congo, ils s'installent finalement à Bruxelles et Sviatoslav commence à travailler dans une boîte de produits chimiques à Vilvoorde. Et Zinaïda? Elle commence à s'intégrer dans le cercle d'intellectuels belges en participant à différents salons, notamment celui de Marie Destrée. Petit à petit, elle se fait des contacts parmi des poètes belges comme Mélodie et René Meurant. Elle mentionne aussi un autre nom bien connu ici à l'université, Jacques Pirenne, le fils de Henri Pirenne. Et c'est ces relations-là qui vont lui ouvrir des portes. Oui, absolument. Je ne sais pas trop exactement comment elle a été introduite dans ce cercle pour la première fois, mais je pense qu'elle a finalement trouvé un moyen de démonétiser son seul héritage, donc comme elle a dit, son nom. Et je pense que ce contact belge était très utile et finalement c'est eux qui les ont proposé et poussé même. Pousser Zinaïda pour commencer à écrire en français, en fait, que c'est pas très courant parmi les émigrés russes. Donc c'est comme ça qu'elle commence à publier dans les presses belges. Donc elle travaille avec plusieurs journaux, Le Soir illustré, Journal des poètes, Le Cité chrétien, Le Tirs, Le Rouge et le Noir et quelques autres encore. Et quel type d'article écrit-elle alors? Elle se met à écrire des panoramas de littérature russe, en fait pour faire découvrir aux lecteurs belges des classiques comme Pouchkine ou Gogol, mais aussi des auteurs de l'émigration. Elle disait d'ailleurs qu'elle était la première à avoir publié un article sur Vladimir Nabokov en français. À l'époque, elle n'était pas du tout connue. Elle invitait aussi plusieurs de ses écrivains à venir à Bruxelles. Un de ses projets importants était d'être envoyé comme correspondant du Soir illustré dans le pays d'Europe de l'Est. Donc elle fera plusieurs reportages sur Varsovie, Tallinn, Prague et quelques autres villes. On dirait vraiment une histoire à succès. Oui, je pense, on peut le dire. C'est qu'un vrai succès pour le Maigret, c'est qu'en 1936, il devient officiellement belge, tous les deux en fait. Et ça met le fin à leur statut de réfugiés, à toute l'imitation qui allait avec. Donc elle devient, comme elle décrit elle-même, ni wallon, ni flamand, mais d'étranges Belges de Moscou. D'étranges Belges de Moscou, j'adore.
C'est donc dans notre petit pays qu'ils vont rester. Non, malheureusement, non, parce que la guerre va tout bouleverser de nouveau comme partout. Ah, donc Sviatoslav, il est devenu belge juste à temps pour s'enrôler. Oui, exactement. Donc, Sviatoslav part comme volontaire dans l'armée belge. Zinaïde a décidé de fuir la Belgique envahie pour rejoindre Paris. Là, elle s'engage dans la résistance, travaille comme infirmière aussi, et plus tard aussi comme correspondante. Et pendant 2 ans, Zinaïde et Sviatoslav n'auront aucune nouvelle l'une d'autre, sans savoir si l'autre a encore une vie. Donc, elles finiront par se retrouver au Royaume-Uni. Leur vie reprendra ensuite, marquée par de nouveaux déplacements, mais elles vont s'installer principalement en France. Ah, donc la Seconde Guerre mondiale met vraiment fin à leur période belge. Dans un sens, oui, puisqu'ils quittent le pays, mais leur vie restera toujours liée à la Belgique. Sviatoslav deviendra même un attaché pour une mission diplomatique belge. Il voyagera dans plusieurs pays, y compris à Moscou même, en 1956. Et Zinaïda, elle, écrira un autre livre de mémoire sur cet épisode incroyable de grand retour d'une princesse russe à l'Union soviétique. Waouh, donc elle continue à écrire même après la guerre. Oui, mais en réalité, c'est surtout après la guerre que sa carrière d'écrivain va vraiment décoller. Elle va publier des romans et ses mémoires en France, ce qui explique un peu pourquoi elle est souvent considérée par elle-même et par les autres comme écrivaine française d'abord. Ce n'est pas faux, mais le fait d'être belge restera toujours important pour elle. Elle n'a jamais pris d'autres nationalités à ma connaissance. Mais quelle vie! Oui, imaginez-vous, Zinaïde et Sviatoslav sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1973. Et Zinaïde a vécu presque 100 ans. C'est ce qui la rend si fascinant à étudier. Elle était témoin des temps d'événements du XXe siècle. Elle appartenait à la fois au monde russe, hors de Russie, tout en étant pleinement intégrée en Belgique et en France. Et donc l'ampleur, la diversité de son réseau et de sa correspondance sont impressionnantes. Donc elle a vraiment su tirer le maximum de ce parcours assez chaotique, ce qui est assez phénoménal pour une femme à l'époque. Finalement, Zinaïda nous offre vraiment l'image d'une femme libre et d'une femme indépendante. Est-ce qu'on pourrait la voir comme une figure féministe avant l'heure ? On peut dire peut-être qu'elle était émancipée, oui, d'une certaine manière progressiste, mais peut-être pas féministe. Comment ça ? En tout cas, elle rejetait elle-même cette étiquette. Par exemple, un journal belge lui a demandé d'écrire son pseudonyme masculin Jacques Croiset, parce qu'on estimait que certains sujets étaient trop sérieux pour être traités pour une femme. Elle acceptait sans difficulté et elle va même utiliser ce pseudonyme pour ses propres textes, justement parce qu'elle disait qu'elle n'était pas féministe. Mais en même temps, elle nous raconte cet épisode, elle le souligne, et pour moi, ça, c'est l'ambiguïté de Zinaïda, finalement. Ouais, c'est ça. Donc finalement, elle s'en est sortie grâce à son nom, à ses contacts et à sa personnalité hors du commun. Exactement. On l'a bien vu, même dans les moments de difficultés financières ou des autres, sa famille, grâce à son nom et son ancienne position, a aussi été aidée et introduite dans le milieu aristocratique belge, français et même l'immigration russe. L'avantage qu'il ne faut pas sous-estimer, car c'est un privilège que des milliers d'autres réfugiés n'ont jamais eu. Et comme on dit en russe, ni место de 100 рублей, а место друзей. C'est-à-dire, c'est mieux de voir parfois 100 amis que 100 roubles. Et dans le cas de Zinaïda, je pense que ses qualités personnelles ont joué quand même un rôle assez important. Sa volonté d'avancer, d'apprendre, de s'intégrer, sans retourner tout le temps vers cette Russie perdue, comme on a fait beaucoup de ses compatriotes. Donc c'est peut-être ça le vrai secret de son succès. Alors on doit la voir plutôt comme une représentante classique de cette émigration russe blanche, ou est-ce qu'au contraire, on doit la voir comme une figure à part, presque rebelle ? À mon avis, elle était avant tout le produit de son environnement, c'est-à-dire de ce monde de Russes blancs. Ça implique une certaine mentalité, une vision particulière de la religion, d'orientation politique bien marquée. Même si elle insistait sur le fait qu'elle était apolitique, on le perçoit très fort dans ses textes. Mais, comparé à beaucoup d'autres auteurs de son époque, déjà presque tous les hommes, elle a adapté un paradigme assez différent. Elle est devenue une sorte de lien entre la culture russe
perdue. Et le monde européen, et même elle est restée en contact avec la Russie soviétique, qu'elle finalement n'a jamais rejetée complètement. Finalement, on parle d'une princesse russe, d'une réfugiée, d'une journaliste, une écrivaine, la sœur d'un archevêque. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier Zinaïda Shakovskaya? Donc, qui était-elle selon toi? Je dirais qu'elle était tout ça à la fois. Comme elle le dit elle-même, je suis une écrivaine française d'origine russe et de nationalité belge. Merci beaucoup Elisaveta. Merci beaucoup de clôturer cet entretien et cet épisode des Grands Petits Belges, le premier sous le format d'entretien. J'espère que ça plaira aux auditeurs autant qu'à moi d'en avoir appris un peu plus sur cette figure tout à fait oubliée de l'histoire. Vous venez d'écouter Les Grands Petits Belges. Rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode d'un de ces oubliés de l'histoire.